l'examen du projet de révision de la Constitution au Sénégal. Il porte sur la suppression du poste de Premier ministre. Les manifestants maintiennent la pression au Soudan. Ils n'entendent pas fléchir pendant le mois de jeûne de Ramadan. Enfin, les forces politiques de l'opposition ont donné leur version des incidents malheureux survenus cette semaine au Bénin. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition. Les députés sénégalais devraient donc examiner ce samedi un projet de révision de la Constitution devant mener à la suppression du poste de Premier ministre. Cette initiative du pouvoir est dénoncée par l'opposition et la société civile 2 mois après la réélection du président Macky Sall. La révision porte au total sur au moins 22 articles de la Constitution établissant un nouvel équilibre entre les pouvoirs et renforçant le caractère présidentiel du régime sénégalais. Parmi les innovations, le président de la République ne pourra plus dissoudre l'Assemblée nationale, laquelle ne pourra plus déposer une motion de censure pour renverser le gouvernement. Autre changement, un député nommé ministre pourra retrouver son mandat à l'Assemblée s'il est limogé du gouvernement. Ce projet de révision de la Constitution avait été adopté le 17 avril par le gouvernement. L'Assemblée nationale est largement contrôlée par la majorité présidentielle menée par l'Alliance pour la République APR, la formation du président Macky Sall. Les principaux partis d'opposition s'opposent à cette révision constitutionnelle. Le Parti démocratique sénégalais PDS de l'ex-président Abdoulaye Wade l'a qualifié de sans intérêt, notant dans un communiqué que cette réforme a été volontairement dissimulée pendant la campagne électorale. De fait, Macky Sall n'avait pas évoqué cette révision constitutionnelle pendant sa campagne et il a surpris les Sénégalais en l'annonçant le 6 avril, 4 jours après avoir prêté serment pour un second mandat. Ces 4 rivaux malheureux à la présidentielle du 24 février, l'ex-premier ministre Idrissa Seck, le député Ousmane Sonko, l'ancien ministre Madické Niang et l'universitaire Ibrahima Sall ont aussi dénoncé cette réforme. Ils réprouvent le fait que des modifications aussi substantielles de la Constitution aient été initiées en l'absence de toute forme de concertation selon un communiqué commun. Plusieurs organisations de la société civile ont appelé à des manifestations pacifiques devant l'Assemblée nationale, située dans le centre-ville de Dakar, où toute manifestation est interdite en vertu d'un arrêté ministériel datant de 2011. Deuxième visite de la chancelière allemande au Niger en l'espace de 3 ans. Angela Merkel s'est rendue sur le chantier de la Maison de l'Espoir de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Une maison en construction grâce à la générosité de la chancelière qui a retrocédé à l'ONG son prix international pour l'égalité de genre initié par le gouvernement finlandais. Suivez le reportage de notre correspondant sur place, Abdul Karim Mahamadou. En visite au Niger, la chancelière allemande Angela Merkel s'est rendue à la Maison de l'Espoir, un centre d'accueil pour les femmes et enfants victimes de violences familiales d'une capacité de 12 lits en construction grâce aux bonnes œuvres de la chancelière qui a rétrocédé à l'ONG SOS Femmes et enfants victimes de violences familiales son prix international pour l'égalité du genre initié par le gouvernement finlandais et décerné en 2017. C'est une consécration pour l'ONG qui voit ses efforts récompensés après plus de 20 ans de lutte contre les violences. Notre action n'est pas restée vaine. Notre lutte n'est pas restée vaine. Parce que nous venons d'accueillir la femme la plus puissante du monde, Dr Angela Merkel, qui a toujours œuvré pour la défense des droits humains de par le monde. Depuis sa création, l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales a appuyé plus de 1500 survivantes ici au Niger, dont des femmes victimes de violences physiques, de violences psychologiques, de violences sexuelles, le harcèlement sexuel et le viol, et des femmes victimes d'abandon. Ça sera un centre multifonctionnel au sein duquel s'offriront tous les services, la prise en charge sanitaire, la prise en charge psychologique, la prise en charge juridique, et la réinsertion socio-économique à travers des activités génératrices de revenus. Il y aura même un petit atelier d'apprentissage aux survivantes.
La chancelière a choisi parmi plusieurs ONG de rétrocéder son prix à SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales du Niger, car selon ses propres mots à l'époque, c'est une lumière d'espoir pour les femmes et les filles affectées par la violence au Niger. Au Soudan, la pression des manifestants ne faiblit pas. Malgré l'approche du mois de jeûne de Ramadan, ces manifestants restent déterminés à continuer le sit-in jusqu'au transfert du pouvoir aux civils. Sous un soleil ardent, les manifestants soudanais ont pris part à la prière du vendredi devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Quelques jours avant le démarrage du mois de jeûne musulman, beaucoup se préparent à continuer le sit-in pendant la période. Cela m'est égal de jeûner. C'est comme un signe d'honneur pour nous de pouvoir montrer notre engagement. Jeûner près du QG de l'armée, dans la chaleur, est la moindre des choses que nous pouvons faire pour obtenir ce que l'on veut. Nous restons pendant le Ramadan, après le Ramadan et jusqu'à l'Aïd el-Adha. Le sit-in ne sera pas rompu. Déterminés à aller jusqu'au bout, les manifestants entendent fléchir si et seulement si les militaires remettent le pouvoir à un gouvernement civil. Nous avons coupé la tête et une partie du corps est toujours là et tient la tête du président. Je suis ici tous les jours et je resterai jusqu'à ce qu'un gouvernement civil soit formé. Pour l'heure, le Conseil militaire de transition qui a pris le pouvoir le 11 avril, après 30 ans de règne du président Omar el-Béchir, a refusé de le céder à une administration civile. De très nombreux Algériens manifestent aussi à Alger. Hier, c'était le 11e vendredi consécutif, le dernier avant le début du mois de jeûne de Ramadan. Comme les Soudanais, ils entendent continuer de protester pour démentir les craintes d'essoufflement du mouvement. Le carrefour devant la grande poste d'Alger, devenu le point de ralliement des manifestations dans la capitale, est noir de monde comme chaque vendredi et le cortège remonte sur plusieurs kilomètres le long d'un des principaux axes de la ville. D'autres manifestants convergent vers la grande poste depuis d'autres quartiers. Homme fort de facto du pays depuis qu'il a lâché le président Abdelaziz Bouteflika, dont il était un indéfectible soutien depuis 15 ans, rendant inéluctable sa démission, le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, est particulièrement visé vendredi par les slogans. Également dans le collimateur, le président par intérim Abdelkader Ben Salah et le premier ministre Noureddine Bedoui, deux anciens cadres zélés du régime Bouteflika, extrêmement discrets depuis des semaines. Un mois presque jour pour jour après la démission, le 2 avril, d'Abdelaziz Bouteflika, le mouvement de contestation inédit ne faiblit pas, mais aucune autre revendication n'a été satisfaite depuis. Aucune partie ne semble prête à céder et certains observateurs pensent que le pouvoir mise sur un essoufflement de la mobilisation durant le mois de Ramadan qui commence dans les prochains jours. Un mois de jeûne et de privation durant lequel les Algériens se couchent souvent tard et au fur et à mesure duquel la fatigue se fait de plus en plus sentir. Pour pallier la fatigue, la faim et la soif de la journée, la plupart des manifestants proposent de déplacer pendant le Ramadan les marches le soir après la rupture du jeûne. Au Bénin, les forces politiques de l'opposition étaient hier face aux hommes des médias. À la faveur d'un point de presse au siège de la Renaissance du Bénin, baptisé siège de la Résistance, elles ont donné leur version des incidents malheureux survenus les 1er et 2 mai dernier, non loin du domicile de l'ancien président Thomas Boniaï. Plus de précision avec Éric Rondeté, il est le porte-parole de circonstance des forces de l'opposition. Contrairement aux déclarations des autorités de la police républicaine et du ministre de l'Intérieur, il n'y avait aucun attroupement en dehors des curieux, debout de l'autre côté de l'artère principale, suivant tout médusé la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Aucune manifestation de l'opposition n'était prévue à cette date. Une fois encore, comme par le passé,
ces allégations des autorités policières se révèlent mensongères. Par ailleurs, aux environs de 22 heures, le même jour, plusieurs détachements de l'armée ont été déployés en renfort. Profitant d'une coupure fantaisiste, certainement provoquée d'électricité dans les environs, les militaires ont tiré à balles réelles sur la foule amassée devant le portail de la résidence de l'ancien président de la République. De mercredi à jeudi, la répression des manifestants à main nue a occasionné 7 morts dans les rangs des populations. Les forces de l'opposition condamnent avec fermeté ces actes de barbarie et dénoncent l'usage d'armes à feu sur des populations civiles non armées. Elles dénoncent les assassinats de nos concitoyens et les graves dérives autoritaires qui ont eu lieu dans notre pays durant ces 48 heures. Les forces de l'opposition appellent le peuple à se tenir prêt pour manifester jusqu'au retour effectif de l'état de droit et à la mise en place d'un processus électoral inclusif débouchant sur un Parlement représentant effectivement le peuple. Direction maintenant le Soudan du Sud, où les partis en conflit se sont accordés pour retarder de 6 mois la formation d'un gouvernement d'unité, a annoncé vendredi l'autorité régionale IGAD. Les partis ont unanimement accepté donc d'étendre de 6 mois à partir du 12 mai 2019 la période pré-transitionnelle. Cette annonce intervient après 2 jours de discussion entre représentants du président Salva Kiir et de son rival Riek Machar. Il s'agit de la 3e tentative de faire travailler ensemble Salva Kiir et Riek Machar, dont la sanglante rivalité a déclenché en décembre 2013 une terrible guerre civile qui a fait plus de 380 000 morts et poussé plus de 4 millions de Sud-Soudanais, soit près d'un tiers de la population, à quitter leur foyer. Le camp de Machar avait demandé ce délai de 6 mois car il estime que les conditions de la sécurité du chef rebelle pour son retour à Djouba, capitale du Soudan du Sud, en tant que vice-président, ne sont pas réunies. Riek Machar, qui réside actuellement à Khartoum, a quelques raisons de se méfier. En 2016, il avait dû fuir Djouba sous des tirs de l'armée de Salva Kiir après l'échec d'un précédent accord de paix qui avait entraîné de violents affrontements entre leurs forces. D'autres questions cruciales, comme la formation d'une armée unifiée entre les 2 factions qui ont dévasté au cours de leurs affrontements armés le tout jeune pays devenu indépendant en 2011, doivent être encore réglées. Depuis la signature de l'accord de paix, les combats ont largement baissé en intensité, mais n'ont pas complètement cessé. Nous savons que les combats se sont arrêtés parce que les dirigeants le voulaient. Nous savons aussi que s'ils reprennent contre la volonté du peuple, ce sera parce que ces mêmes dirigeants l'ont ordonné, a déclaré jeudi l'émissaire de l'ONU, David Shearer. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end en compagnie des programmes de SICA.